Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, les acteurs de la presse ont rendu un dernier hommage aux agents de l'Herald tués dans un accident. Les accidents de la circulation ont fait 257 morts depuis le début de l'année. Plus de détails dans un instant. À la une également, la hausse des prix des denrées alimentaires, huile, poisson, viande. Les coûts ont pris l'ascenseur. La ministre du Commerce s'explique dans cette édition. Vous l'entendrez. Insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, un rapport de Greenpeace et Changing Markets accable des entreprises européennes. Cette étude étale au grand jour ce que nous avons toujours dénoncé, affirment les acteurs de la pêche à Saint-Louis. Reportage à suivre. Construction de l'aéroport civilo-militaire de Kaolack, paiement des impenses dès la semaine prochaine. État d'avancement des travaux satisfaisants selon le chef de l'État Macky Sall. Mais d'abord, l'hommage de la presse aux 3 agents de l'Herald tués dans un accident. La cérémonie de levée de corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Cheikh Diop et Youssou Barro. Voilà des images que l'on n'aime pas souvent voir. 3 dépouilles, autant d'ambulances pour acheminer les corps. Le choc mortel des agents de l'Herald TV est encore frais dans les mémoires. Ousmane et Mamadou Yordialo, nous étions ensemble au monument de la Renaissance le vendredi. Donc le samedi, ils sont partis pour couvrir l'événement avec le président de la République. Aboussi, c'était un homme avec qui j'avais des relations beaucoup plus étroites du fait que c'était un Halpulaar. Moi, j'étais en CRR, donc du coup, à la rédaction, on se taquinait très souvent et il me faisait faire des travaux de journaliste que personne n'osait me faire. Vous voyez un peu ce que cela fait quand on perd un être cher, un être avec qui nous étions du lundi au samedi. Aboussi a été stagiaire à la 7TV. Il y a fait son stage pédagogique, donc c'est un jeune que je connais. Les 2 autres, je ne les connais pas, mais j'en ressens pas moins une grande tristesse. Une ambiance encore triste lors de cette levée des corps des jeunes qui ont laissé derrière eux une belle image qui aujourd'hui contraste avec ce moment. Malheureusement, on les a perdus, mais je pense que pour les jeunes journalistes comme pour nous autres, un peu plus âgés, mais aussi qui sommes dans le management de nos entreprises, il faudra faire un peu plus attention aux conditions de travail, aux conditions de vie. Ce sont des soldats qui sont morts au front et qui avaient le souci de bien faire leur travail. Les accidents de la route sont de plus en plus fréquents. Une situation qui remet sur la table la question de la sécurité routière. Ce trajet Dakar-Bamako mérite d'être restauré. On sait que c'est un projet, mais il faut en faire une priorité absolue. Si nous profitons de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement, pour que dans de pareilles situations, qu'il puisse prendre en charge les reporters, en quoi faisant, en mettant à leur disposition un véhicule vraiment organisateur pour qu'ils puissent convoyer tous les journalistes dans des mesures, dans des conditions vraiment de sécurité. Des moments pleins de tristesse. Ces agents seront respectivement inhumés dans leur localité. Le principe depuis 1994, c'est la liberté des prix. C'est seulement les denrées de première nécessité qui font l'objet d'un encadrement. Et quand on parle de denrées de première nécessité, on pense au riz non parfumé ordinaire, on passe à l'huile en fût, à l'huile en dosette, à l'électricité, à l'eau, etc. Maintenant, les autres produits qui ne sont pas véritablement nécessaires à la survie, donc ils ne font pas l'objet d'un encadrement puisque nous sommes un pays aussi où le commerce est libre. On n'a plus l'huile en fût. C'est l'huile en fût et l'huile en dosette qui font l'objet d'encadrement. Mais l'huile en bidon, par exemple, de 20 litres ne fait pas l'objet d'encadrement. Donc, quand le commerçant vend cette huile au détail, on ne peut pas véritablement lui appliquer la moindre sanction. Comme vous l'avez remarqué, il y a de cela quelques semaines, il y a eu une hausse
de l'aliment de bétail. Et donc, naturellement, cette hausse se répercute sur les prix de... Et puis, nous vous l'annoncions hier, un rapport des ONG Greenpeace et Changing Market se renseigne que de grandes entreprises européennes accentuent l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Cette étude est basée sur une recherche du commerce et de la chaîne d'approvisionnement entre l'industrie de la farine et de l'huile de poisson. Explication Chérif Dia. Greenpeace a encore parlé. L'ONG révèle dans un rapport que plus d'1 million de tonnes de petits poissons sont extraits chaque année le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest et transformés en aliments pour l'aquaculture et l'agriculture. Greenpeace et Changing Market ont produit un rapport. Donc, dans ce rapport, il est démontré comment l'industrie aquacole et l'industrie de production d'aliments en Europe contribuent à la surexploitation des ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest. Donc, il est montré qu'il y a environ 500 000 tonnes de poissons qui est utilisée en moyenne pour produire de la farine et de l'huile de poisson qui est exportée directement en Europe et en Asie, et pour nourrir les poissons d'aquaculture, mais aussi l'alimentation de bétail en Europe. Les recherches de Greenpeace et Changing Market confirment une expansion rapide de la farine de l'huile de poisson au cours de ces dernières années, notamment en Mauritanie, où 70% des exportations de l'huile de poisson étaient destinées à l'Union européenne en 2019. Cette ressource qui est utilisée pour produire de la farine et de l'huile de poisson, à savoir les sardinelles et l'éthmalose, sont en quelque sorte des ressources qui sont destinées normalement à la consommation humaine. Pour nous, il est inconcevable que ces ressources soient utilisées pour nourrir des animaux à la place des humains en Afrique de l'Ouest. Les conséquences sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations locales sont catastrophiques selon Greenpeace. L'étude ajoute que les gouvernements de la Mauritanie, du Sénégal et de la Gambie ne parviennent pas à gérer correctement leurs ressources communes de petits poissons pélagiques ni prendre les mesures appropriées pour garantir le droit à l'alimentation. Les animaux européens ne doivent pas être privilégiés par rapport à l'alimentation humaine en Afrique de l'Ouest. Donc ça contribue très négativement à la sécurité alimentaire dans cette zone. Ces populations en ont besoin, mais aussi ces usines ont des impacts très négatifs sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine dans ces populations. Ces ressources halieutiques sont surexploitées et nécessitent une réduction de l'effort de pêche de 50%. Prévient le groupe de travail de la FAO sur l'évaluation des petits poissons pélagiques au large de l'Afrique du Nord et de l'Ouest en 2019. Ouais, Chérif, les acteurs de la pêche ne sont pas surpris des résultats de cette étude. Ce rapport confirme ce qu'ils ont toujours dénoncé. C'est le sentiment des acteurs de la pêche à Saint-Louis. Vous allez le voir dans ce sujet réalisé par Habib Sek et Ousseynou Diop. Dans un rapport publié récemment, Greenpeace Afrique et Changing Markets dénoncent le pillage de nos ressources halieutiques par de grandes entreprises européennes. Le constat est amer. Plus d'un demi-million de tonnes de petits poissons pélagiques quittent les eaux des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces pélagiques seront transformés en aliments pour l'aquaculture et l'agriculture. Dans la capitale du Nord, les pêcheurs dénoncent cette situation. Sincèrement, les pêcheurs vivent des moments très difficiles. Nous ne pouvons plus trouver le poisson. Il faut aujourd'hui faire plus de 100 km dans l'océan et des jours de recherche. Le président Macky Sall doit aussi arrêter d'octroyer ses licences aux bateaux étrangers. Nous savons que les bateaux récupèrent chaque jour des centaines de tonnes de poissons. Il faut que ça cesse pour que nos eaux soient productives. Les pélagiques nourrissent le poisson que nous consommons. Pour les acteurs de Saint-Louis, le secteur vit ces derniers jours. Il n'y a plus de poissons. Les bateaux prennent chaque jour les pélagiques. Et du coup, nous, les pêcheurs, on paye les pots cassés. Le secteur est à l'agonie à cause de nos autorités. Pour éviter le pillage de nos eaux et soutenir les pêcheurs qui font aujourd'hui plus de 100 km pour trouver le produit, les pêcheurs de la vieille ville dressent des pistes de solutions. Parfois, les bateaux de pêche étrangers sont à moins de 10 km de la ville. Auparavant, on pêchait tranquillement, mais aujourd'hui, c'est le contraire. On passe plusieurs jours dans les eaux et parfois même, on rentre avec les mains vides. 4 jours sur géej, suñu ñëw 0. Les pêcheurs passent 3 à 4 jours dans les eaux. Certains rentrent sans même 1 kilogramme de poisson. Les bateaux étrangers pêchent comme ils veulent dans nos eaux et l'État du Sénégal reste silencieux. Suñu gouvernement nit ki balaa kenn wan li yan sa dëkk moo tëggul.
Dans ce rapport, Greenpeace Afrique et Changing Markets appellent les entreprises, les décideurs et les gouvernements à cesser de prélever du poisson propre à la consommation humaine en Afrique de l'Ouest pour alimenter la demande de farine et d'huile de poisson dans l'Union européenne et en Norvège. À Saint-Louis également, les pêcheurs avertissent l'État sénégalais pour qu'il arrête définitivement d'octroyer des licences de pêche aux bateaux étrangers. Merci Ousseynou. Et retour à Dakar où les températures commencent à grimper un tout petit peu et vous êtes nombreux à prendre d'assaut les plages. Pour le petit commerce et les restaurateurs, c'est l'occasion de fructifier le business. Illustration à la Pointe des Almadies, lieu bien connu des Dakarois. C'est un sujet réalisé par Habib Faye et Modou Diop. Un lieu pas très connu, le Cap Rocheux de la Pointe des Almadies. Un paradis pour ces filles qui viennent souvent humer la brise marine. Je suis venue ici avec ma copine juste pour changer les idées, se changer les idées, se poser, parler un peu, changer de mood. Ça fait du bien des fois. On parle juste de nous, de notre vie, de nos projets, on va dire. Déjà, c'est assez stressant, les journées de boulot. Et donc, pourquoi pas déstresser après 17h, venir et voir la plage. C'est assez apaisant. Située au nord-ouest de la presqu'île du Cap-Vert, la Pointe des Almadies a sa propre particularité. Pointe des Almadies, il y a la plage. En tout cas, à nos jours, nous aménagement, les grillades, nos femmes, braves femmes avec les fruits de mer. Avec la mise en valeur de l'aspect économique, le site a complètement changé de visage, du loisir au business, tout y passe. ay parasol waaw parasol yaa ngi nii parce que booy noo yor parasol yi ñu fi liyee parasol soo ñëwee mën na la tegal taawal ci place bi comme ni nga gisee nii. mooy coché foofu comme oto bu ñëwee dañ koy dugal ci garage bi wax ak ñoom bu ngeen bëggee ay lakk jën xam nga am na ngeen ñu dalal leen xam nga gars yi dañuy d'accord parfois duñ d'accord. Dans cette localité dite résidentielle, plusieurs couches de la société s'y retrouvent. Selon ces populations, la cohabitation est parfois difficile entre résidents nantis et ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Merci beaucoup Habib. Tout autre chose à présent, réhabilitation de l'aéroport civilo-militaire de Kaolack. Le chef de l'État se dit satisfait de l'état d'avancement des travaux et concernant les impactés, le paiement des impenses sera effectué dès la semaine prochaine, a annoncé le président de la République. Fally Gaye et Ibrahim Diamé. C'est nuitamment à bord d'un véhicule que le président Macky Sall, tout de blanc vêtu, a atterri à l'aérodrome en chantier de Kahone. À l'accueil, il y avait les membres du collectif des impactés de l'agrandissement de l'infrastructure à qui le chef de l'État a promis d'indemniser dans les meilleurs délais. J'ai trouvé ici un collectif de personnes impactées, puisqu'il a fallu déplacer un certain nombre de maisons pour pouvoir avoir une piste de cette dimension. Et je leur ai donné la garantie qu'au plus tard, la semaine prochaine, le paiement des impôts sera effectué, puisque les évaluations ont été faites et je souhaite que le maire puisse leur donner des terrains dans le cadre d'un lotissement qu'on va accélérer avec le ministre de l'Urbanisme, afin que cet argent, ces indemnités puissent servir à reconstruire des maisons. Ils étaient 5 membres du collectif sur les 150 familles impactées à s'entretenir avec le président de la République, après quoi une satisfaction totale s'est lue sur les visages. On est satisfait à 100%, c'est tout ce que l'on demandait. Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur comme il nous a dit par exemple qu'ils ont fait ça parce que c'est l'utilité publique. De tous les impactés du Sénégal, nous sommes les seuls par exemple que le président a reçu ici sur le site. Ouais, donc nous vous remercions beaucoup. Après l'aérodrome, le chef de l'État qui a dit toute sa satisfaction sur le niveau d'avancement des chantiers a fait cap sur Medina Baye où il a été reçu par le Khalif Cheikh Maïnias à qui il a promis de soutenir dans ses nouveaux projets agricoles de Medina Baye. Le président de la République a fait le tour des autres familles religieuses de la commune telles que Léonen Niassène, Léona Kanen et Touba Ndorong où il a bouclé cette étape.
Et puis construction du lycée technique et professionnel de Sandiara, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle fixe un ultimatum de 6 mois à l'entreprise en charge des travaux. Ce lycée, vous le savez, est en construction depuis 2012. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Visiblement très déçu de l'état d'avancement des travaux du lycée professionnel et technique de Sandiara, Dame Diop a donné des instructions pour que le chantier soit livré au plus tard au mois de décembre prochain. Je viens de demander à la maîtrise d'ouvrage déléguée de mettre une équipe en permanence ici. C'est valable pour la maîtrise d'œuvre aussi, qui seront fréquemment, constamment, 24 heures sur 24 présents sur le chantier. L'entreprise a pris des engagements, nous allons les acter et les signer pour qu'avec le planning d'exécution qui a été réalisé, pour qu'en décembre, qu'on puisse finaliser. Cet ultimatum n'est pas le premier, car le chantier a duré près de 9 ans, mais cette fois-ci, l'entreprise s'engage à respecter les délais. On est au mois de juin, donc techniquement c'est faisable et nous travaillons dessus. Et on a eu, les accords ont été trouvés. Tout ce qu'il faut a été fait, je pense, au niveau de l'agence, au niveau du ministère. Donc, si chacun respecte ses engagements, comme l'a dit M. le ministre, je pense qu'on arrivera à cette fin-là, Inch'Allah. Il faut rappeler que la pose de la première pierre du lycée professionnel et technique de Sandiara a eu lieu au mois de mai 2012. Les travaux ont démarré en 2013. Le coût a été évalué à près de 8 milliards de francs CFA. Le lycée aura une capacité totale de 4500 à 5000 élèves. Merci Abdourahmane. Et puis insertion socio-économique des jeunes. Le collectif des centres d'appel du Sénégal se dit écarté du processus, un secteur pourtant pourvoyeur d'emploi, selon les membres qui étaient en conférence de presse ce matin. Mohamed Djeng et Maïmouna Ndiaye. Ils veulent parler d'une seule voix, avancer ensemble pour apporter une réponse à la question de l'emploi des jeunes. Les centres d'appel niche d'emploi au Sénégal réclament un meilleur cadre de travail pour booster la politique de l'économie numérique. Dans le cadre de l'employabilité des jeunes, les centres d'appel ne doivent pas être en reste. Ils exigent dès lors l'intensification de la mise en œuvre d'une stratégie d'insertion dans ces structures qui doivent être mieux soutenues et encadré par l'État dans le cadre de la Convention État-employeur et de son programme d'urgence récemment décrété. Dans cette optique, il mise sur un plan stratégique. Objectif, créer 3000 emplois sur l'ensemble du territoire national en 3 ans. Nous demandons au gouvernement du Sénégal de s'inspirer du Maroc, parce que certains parmi nous ont eu à faire ces pays, de s'inspirer du Maroc qui a compris très tôt les véritables enjeux des centres d'appel et en fait un cheval de bataille pour l'emploi des jeunes avec 140, c'est plus de 140 centres d'appel, dont 18 000 positions et 25 000 emplois directs. Avec l'accompagnement de l'État, nous travaillerons à un meilleur encadrement des centres d'appel, mais surtout de mettre des structures de veille pour une prise en charge des demandes d'emploi. En initiant ce cadre conceptuel, le collectif des centres d'appel du Sénégal attend encore sa part du fonds Force Covid-19. Après leur grève du mois d'avril, les transporteurs d'hydrocarbures relancent les négociations sur la convention employé-employeur. Selon eux, cette nouvelle convention prend en considération toutes les préoccupations. Elle est donc plus exhaustive. Cher Diop, président du syndicat du pétrole et du gaz, est avec notre équipe à Hambourg. L'apport de cette convention est éminemment important pour nos travailleurs. Non seulement ça sécurise les acquis du secteur, mais également ça harmonise les avantages sociaux dans tout le secteur. Parce que ce qu'il y a dans ce secteur du transport hydrocarbures, il y a des entreprises qui n'appliquaient pas tout ce qu'on a pu négocier dans le secteur du transport hydrocarbures et qui sont en faveur des travailleurs. Il y a des travailleurs qui étaient dans une situation lamentable et c'est la grève qui nous a fait découvrir cela. Maintenant, à quelque chose malheureux est bon parce que le syndicat va prendre en compte dans sa transversalité tous les travailleurs du transport hydrocarbures où qu'ils se trouvent. Et cette convention justement va lier l'ensemble du secteur du transport hydrocarbures. Aujourd'hui, cette convention non seulement va mettre à niveau certaines entreprises du point de vue avantage social et traitement social, mais également ça va sécuriser nos avantages. Et nous, l'objectif visé par le syndicat, c'est de faire en sorte que le secteur du transport hydrocarbures sorte
du secteur du transport routier strictement routier. Et puis un mot de culture, la deuxième édition de la foire internationale des produits africains se tient actuellement à Dakar, une belle tribune pour mettre en relief la création des artistes. C'est une initiative de la plateforme Baye Sawar, Abdoulaye Diallo et Ibou Diouf. La FIPA, une foire qui accorde plus d'attention au commerce et à son efficacité. Une plateforme pour le secteur culturel et le commerce des produits artisanaux. Ouais, c'est important aussi la foire, ça fait des années, on n'a même pas exposé ici des arts. Mais alhamdulillah, aujourd'hui on a exposé, on n'a même pas de quelques jours quand même, ça reste jusque des 3 jours. Mais ça va aller peut-être, Inch'Allah. Je pense que ces genres de foires doivent être organisés constamment. Ça permet aux artistes de montrer leurs produits qui ne sont pas très visibles. Le talent est là, mais il nous manque cette tribune. L'initiatrice de cette foire mérite d'être remerciée. Un événement majeur de l'agenda culturel et économique, le fruit d'un partenariat entre le mouvement de la Renaissance africaine et la plateforme Baye Sawar. Ici c'est mieux là, ouais, le village quoi. Ouais, c'est important les foires, surtout pour les gouvernements aussi. On appelle tous les gouvernements pour faire les foires comme ça. C'est mieux quoi pour nous l'artisanat. Une tribune pour ces acteurs du secteur de la culture qui militent tous pour la pérennisation de ces activités. Nos artistes sont vraiment talentueux, avec un savoir-faire reconnu un peu partout. Mais nous avons besoin d'un accompagnement pour vulgariser nos œuvres. J'ose même dire que les plus connus au Sénégal dans le domaine des arts ne sont pas forcément meilleurs que nous. Nous avons juste besoin d'être plus soutenus. La foire internationale des produits africains offre une opportunité à ces acteurs culturels déjà impactés par la Covid-19. Une bonne occasion aussi pour écouler une bonne partie de leur création artistique. Merci Ibou, et puis retenez également que ça y est, Keur Massar est officiellement le 46e département du Sénégal. D'autres décrets ont été signés par le président de la République pour corriger certaines incohérences. Plus de détails demain dans la conférence de presse, la 7e édition du gouvernement face à la presse demain dans la matinée. Et puis retenez également que le mouvement M2D sera en conférence de presse dans l'après-midi. Dans l'actualité internationale, l'Union africaine qui a décidé de suspendre le Mali de ses instances dirigeantes. L'appel à l'aide des familles des enfants enlevés dans une école privée musulmane du centre-nord de Nigeria. Et puis cet incendie qui s'est déclaré ce mercredi dans une raffinerie du sud de Téhéran, la capitale iranienne. Daniel Diouf. Après la CEDEAO, c'est l'Union africaine qui a décidé de suspendre le Mali de ses instances dirigeantes. L'organisation continentale exige un retour à une transition démocratique, transparente, rapide et sans entrave. Elle menace d'imposer des sanctions ciblées et d'autres mesures punitives. Seulement, les nouveaux dirigeants ne sont pas pénalisés. L'Union africaine accepte que le colonel Assimi Goïta conserve son nouveau fauteuil de président et qu'il remette lui-même le pays sur les rails de la transition. Dans la foulée de cette annonce, la mission des Nations Unies au Mali a rappelé son engagement à travailler avec la CEDEAO et l'Union africaine en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel et du respect du délai de 18 mois convenu avec la CEDEAO avant l'organisation des prochaines élections législatives et présidentielles. En attendant, le Mali est toujours sans Premier ministre. Le colonel Assimi Goïta a promis le poste de nouveau Premier ministre au mouvement M5 qui a désigné son poulain, Choguel Maïga. Retour sur les enlèvements d'enfants du week-end dernier dans une école privée musulmane du centre du Nigeria. Les familles ont appelé le gouvernement à les aider à faire libérer les enfants, même si elles n'ont pas encore communiqué sur le nombre exact de kidnappés. Les autorités affirment mener des négociations pour ramener sains et saufs ces enfants, tout en affirmant refuser le paiement d'une quelconque rançon. Selon l'un des responsables de l'école, plus de 100 enfants ont été enlevés par les hommes armés, mais plusieurs âgés de 4 à 12 ans ont été rapidement relâchés par les ravisseurs parce que trop petits pour marcher.
Et puis cet incendie qui s'est déclaré ce mercredi dans une raffinerie du sud de Téhéran, la capitale iranienne, c'est suite à une explosion causée par la fuite d'une conduite de gaz liquide. Plus d'une heure après le début du sinistre, une épaisse fumée noire et des flammes étaient visibles à plusieurs kilomètres du lieu de l'incendie, selon un journaliste de l'agence France Presse. Merci Daniel. Et puis dans l'actualité sportive, en lutte, les ténors vont s'affronter. Plusieurs grands combats ont été signés, des affiches qui vont raviver la flamme de la lutte sénégalaise. Cher Sadibou Diarra. C'est parti pour un duel à distance à 4 cette saison et la prochaine. Des combats revanche entre Bombardier, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Eumeu Sène qui constituent un mal pour un bien pour la lutte sénégalaise. Certains peut-être vont applaudir pour dire que c'est le moment ou jamais pour ces lutteurs de voir qui est le meilleur. Entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène, on saura qui est le meilleur. Entre Balla Gaye 2 et Bombardier, on saura qui est le meilleur. Ainsi de suite, Eumeu Sène, Bombardier, on saura qui est le meilleur. Le lutteur qui a été battu pourra remettre les pendules à zéro. Est-ce que d'autres, je pense que vont virer à boulet rouge sur le promoteur Gaston Mbengue d'avoir organisé ces combats, parce que pour eux, certains pour eux, ça va prendre en otage la lutte. Ces combats se sont déroulés pas très longtemps que ça. Pour certains, organiser ces combats en 2021, c'est prématuré, c'est un mal nécessaire. Les amateurs devront faire avec, parce que ce sont ces lutteurs qui sont au sommet de la lutte sénégalaise. Des combats chocs qui vont redonner à la lutte son lustre d'il y a une quinzaine d'années. Voir tous les ténors de la lutte sénégalaise, Tapha Tine, Bombardier, Eumeu Sène, pour une saison, je pense que ça, avec le retour de Gaston Mbengue, la lutte peut reprendre son essor, la lutte peut reprendre son envol qu'il avait lors des saisons 2006-2007, 2011-2012 avec la chute de Yekini, Balla Gaye 2 qui a été consacré roi des arènes, la victoire de Eumeu Sène sur Balla Gaye 2 en 2015, où ces moments-là c'était des moments de folie. Le clap de 2006-2007. Si nous comptons aussi les combats Gouigui Reug, Modulo Ama Baldé, ce n'est pas risqué de dire que la lutte sénégalaise retrouve des couleurs pour le grand bonheur des amateurs. Et puis en football, à 72 heures du match de préparation Sénégal-Zambie, le sélectionneur tente plusieurs schémas tactiques. L'objectif est de pouvoir profiter de tous les atouts de l'effectif selon Aliou Cissé. Le Sénégal est capable de jouer plusieurs stratégies. C'est vrai qu'on a ouvert pour pouvoir donner un peu plus de joie à nos supporters. C'était important qu'ils soient là. Avec ces périodes de Covid, c'était important quand même d'avoir une fusion avec le public. Et aujourd'hui, je vois que tous les Thiessois étaient là et ça fait vraiment plaisir. Mais la stratégie, elle peut varier. Et c'est vrai que ces derniers jours, on a insisté sur un 4-2-3-1. Un 4-4-2 et là l'après-midi vous avez vu j'avais mis aussi un 4-3-3. Edouard, voilà, c'est juste extraordinaire quand on sait le passé de ce garçon, tous les combats qu'il a eu à un moment donné à porter dans sa vie, arriver justement à être champion d'Europe, c'est juste extraordinaire. Cela prouve que dans la vie il ne faut jamais abandonner, il faut croire en ses rêves, continuer à travailler pour ses rêves. Penser grand et rêver grand. Et ce garçon-là, mentalement, il est tellement extraordinaire. Voilà, donc lui souhaiter vraiment une longue vie, une bonne santé pour qu'il continue aussi à performer en équipe nationale. Parce que l'objectif, c'est ça aussi, c'est emmagasiner de l'expérience dans cette compétition, la Coupe des Grandes Oreilles, et pouvoir nous apporter aussi cette expérience-là au sein de notre équipe nationale, au sein de notre football. Et je crois que des profils comme Edouard, on en a besoin. Et c'est ce que j'encouragerais toujours les joueurs de l'équipe nationale, à pouvoir être à ce niveau-là. Et ça, c'est bon pour notre football, c'est bon pour notre pays. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info avec vous, Papa Abdoulaye Der. Vous recevez ce soir Monsieur Si Tierno Seydou Nourou. C'est à vous.